Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, 3 morts et d'importants dégâts matériels dans un accident de la circulation ce mardi à Niala, dans le 3e arrondissement de Douala. Un engin de manutention a perdu l'usage de ses freins, tuant un mototaximan et ses passagers. Reportage sur le lieu du drame à suivre dans un instant. Alerte à la conjonctivite au Cameroun. Le gouvernement annonce une forte présence de la maladie dans les établissements scolaires et en milieu professionnel. Cette épidémie qui affecte la vue touche déjà des milliers de Camerounais depuis près d'un mois. Explications et mesures pratiques sont à suivre dans ce 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Nous vous le disions en titre, 3 morts, c'est le bilan d'un accident survenu ce jour, non loin du lieu dit Niala-Château, dans le 3e arrondissement de Douala. Le conducteur d'un chariot élevateur présent dans la circulation à cette heure de pointe a perdu l'usage de ses freins avant d'aller percuter le mototaximan et les dames qui le transportaient. Des dégâts matériels importants ont également été enregistrés sur le site du drame. Voyons tout cela dans ce reportage de François Dikoumé et Kevin Tugo. Une boutique complètement détruite qui témoigne de la violence du choc. L'accident qui s'est produit tôt ce matin, à quelques mètres du lieu du Château Niala, a coûté la vie à 3 personnes. Un conducteur de moto et les 2 dames qu'il transportait. Oui, ça les a entraînés avec le poids de l'engin. Ça les a entraînés jusqu'à les murs. En cassant les murs, c'est encore tombé sur les corps. Et c'est nous qui avons retiré les morts à l'intérieur. Il y a 3 morts. Il y a 2 femmes avec un homme. C'est-à-dire un bersiculeur et 2 passagers. Tout est parti selon les témoignages d'une défaillance technique de ce chariot élévateur. Les victimes vont être percutées, puis traînées sur plusieurs mètres. Le frein a lâché, en fait. Il a commencé à faire marche arrière. En faisant marche arrière, il y avait une Prado qui le suivait directement et des motos derrière la Prado. Il a baillé la Prado, la Prado s'est retournée, ça a commencé à regarder vers le sens du bas. Et maintenant, les motos qui suivaient, il y a une moto qui s'est échappée. Et il a balayé l'autre moto jusqu'à entrer dans la maison que vous voyez cassée. Et à côté, il y a une société où on fait des pierres tombales, on vend le marbre, tout ça. Difficile pour Anthony, le propriétaire de la boutique, au son commercialiser les carreaux et marbre, d'évaluer les pertes qui sont tout de même considérables. I can't really estimate the loss for the moment. Since I just arrived here, we're trying to put things in order. So they really destroyed the goods here. But since we are still trying to remove the blocks to evaluate the losses. Les dépouilles des victimes extraites des décombres ont été transportées et déposées à la morgue de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa. 2 généraux autoproclamés des combattants séparatistes anglophones viennent d'être neutralisés par les éléments du bataillon d'intervention rapide à Ngongo, une localité du département de la Mémé. Leurs cadavres ont été présentés au public à Kumba sous ordre du préfet Tundon Chamberlain. L'autorité administrative appelle les autres combattants à déposer les armes. Ulrich Konomala pour plus de précision. Des corps sans vie exposés au centre-ville de Kumba. 2 généraux autoproclamés des combattants séparatistes anglophones neutralisés par les éléments du bataillon d'intervention rapide. Les corps de ceux des 2 pseudo généraux, on appelait général Poison et général Black. Les 2 opéraient dans la zone de Polin, de Kwakwa, dans le département de la Mémé, l'arrondissement de Mogué, et beaucoup plus dans l'arrondissement de Bamousso, qui dépend de mon département voisin. Le BIR a donc mené une opération avec bravoure qui a conduit à leur neutralisation. Le résultat d'un renseignement bien mené au sein de la population, ces séparatistes avaient en leur possession des reçus délivrés aux acheteurs de cacao et aux hommes d'affaires, ainsi que des correspondances contenant des menaces prêtes à être envoyées aux destinataires. Je dis félicitations au BI. J'invite les populations
à continuer à travailler avec les forces de maintien de l'ordre, avec les hommes de Dieu, avec toutes les personnes de bonne foi, pour qu'on mette un terme à cette guerre qui n'aide personne. L'autorité administrative invite les autres combattants logés dans les brousses à déposer les armes et rejoindre les centres de DDR. Et dans la ville de Bertois, c'est un tueur en série qui vient d'être neutralisé par les éléments de la délégation régionale de la police judiciaire. Le nommé Selma Jordan, écroué pour assassinat de mototaximène, s'est évadé du pénitencier après 1 an de détention. Et dans sa cabale, il a ôté la vie à un chauffeur de taxi. Le récit des faits avec Benjamin Sam à Bertois. Ces images datent d'octobre 2022. Le nommé Selma Giris Jordan est dans les mains des éléments de la délégation régionale de la police judiciaire. À son actif, plusieurs assassinats de taximens moto à l'aide d'un gourdin pour s'emparer de leur moto. Le 11 octobre dernier, alors qu'il est écroué à la prison centrale de Bertois, le tueur en série s'évade du pénitencier. En simulant une maladie. Il a pu contourner la vigilance de ceux-ci et s'est retrouvé caché, d'après ce que nous a dit, au bas, il s'est enfui, au bas d'un camion qui était garé dans l'enceinte. Une fois qu'il a réalisé que sa recherche s'est déjà estompée, qu'on ne le recherchait plus, il est sorti discrètement de là et s'est évadé de ce pénitencier. Une battue est en cours dans le pénitencier et dans toute la ville. Entre-temps, Selma Jordan, alias Tété Mignon, orchestre un autre assassinat. En effet, il avait pris celui-ci en course, juste pour l'amener, le conduire à un lieu isolé de la ville, de ce quartier, où il est parti l'assassiner. Après l'avoir assassiné, il a laissé le corps sur le carreau et s'est emparé de sa moto. Et ce n'est pas tout, il met le cap cette fois du côté de Dimako, sauf que l'os est dur à croquer. Une fois qu'il lui a donné un coup de gourdin sur la tête, ils se sont tous retrouvés par terre. Le coup n'a pas été fatal, malheureusement pour lui, et le propriétaire de mototaxi s'est mis à pousser des cris de détresse. Réfugié dans une forêt de Doumé, le donneur de mort au taximène moto sera localisé et interpellé par les fins limiers de la délégation régionale de la police judiciaire. C'est un dénouement heureux dans l'affaire du kidnapping de la petite Hilary Kwokep, élève en classe de Forme 2 au collège de la retraite de Yaoundé. Enlevée à la sortie des cours par des individus qui réclamaient la somme de 10 millions de francs CFA comme rançon, elle a finalement été libérée par les éléments de la première région de gendarmerie du centre. Le film de son enlèvement dans ce reportage que signe Rodrigue Ngassi et Guizogo. À Nyom, un quartier de la périphérie nord de Yaoundé, la scène de l'enlèvement de la petite Hilary Kwokep se rejoue, cette fois avec la reconstitution des faits, conduite par le tribunal militaire de Yaoundé et la première région de gendarmerie. Le présumé kidnappeur déroule son scénario au grand jour. Le fait saillant étant sa rencontre avec le commanditaire et l'instant où il sort de sa cachette pour procéder au kidnapping. Dans la foulée, sa victime sera conduite dans une cache au quartier Ngousso avec l'aide de 3 autres complices, dont son petit frère, tous aux arrêts également. Ces faits se sont déroulés le 18 octobre dernier à Yaoundé, lorsque Hilary Kwokep a été enlevée. Une semaine avant le kidnapping, le commanditaire, qui se trouve être un ami de longue date des parents de la victime, a contacté les ravisseurs et leur a proposé de kidnapper la fille de son ami contre une forte somme d'argent. Le deal a été conclu et un premier acompte a été versé aux ravisseurs. Selon ce deal, il était question que la jeune fille soit tuée après le versement de la rançon. Sur les responsabilités dans cette affaire, le présumé kidnappeur indexe l'ami du couple Kwokep, le dénommé Eric Martinien Fotso. Il me dit que le travail qu'il a fait, il faut enlever Hilary. J'ai demandé, j'ai votre fille, et si vous voulez voir votre fille, il faut 10 millions. La famille de la petite Hilary Kwokep, qui a repris les classes, se montre surprise, mais surtout soulagée. Monsieur Fosso, c'est un frère. C'est quelqu'un à qui, quand je ne suis pas là, je laisse mes enfants, sans m'inquiéter.
Donc du coup, je n'en reviens pas. J'ai été retrouvée saine et sauve. Mais ça a été un moment assez éprouvant à ne souhaiter à personne. Cette tentative d'enlèvement, qui n'a duré que 48 heures, est désormais entre les mains du tribunal militaire de Yaoundé après le coup de maître de la première région de gendarmerie. Parlons à présent de toute autre chose, toucher du doigt les réalités des usagers de l'axe PK14 Bonnet-Poupa. Tel était l'objectif du ministre des Travaux publics présent sur le site du chantier ce mardi à Douala. Sur ce trajet, Emmanuel Nganou-Dumessi a noté que les travaux n'évoluent pas au rythme souhaité. Cependant, le délégué régional des Travaux publics, chef de projet, rassure que le délai de livraison d'1 mois sera respecté. Dalastiana Hubert Michel Kamini. Travaux de traitement des points critiques sur l'axe PK14 Bonnet-Poupa. Le ministre des Travaux publics sur les chantiers d'évaluation de l'état d'avancement des travaux. Pas grand-chose à se mettre sous la dent de PK14 à PK17, point d'arrêt du cortège du ministre. Face aux inquiétudes d'Emmanuel Nganou-Dumessi, le délégué régional des Travaux publics, chef de projet, rassure. Nous avons pris une résolution technique de mettre la grave concassée 0,80 compacté pour permettre à ce que les véhicules passent. Les travaux seront effectifs dès ce mercredi et le chef de projet assure que le délai d'1 mois sera respecté. Au niveau du PK5, dès demain, nous allons engager les travaux pour fluidifier le trafic. En 1 mois, c'est fini, on ne parle plus. Les travaux exécutés ici sont provisoires, en attendant la contractualisation d'une nouvelle entreprise après le départ de Kobat. Toutefois, il n'est pas exclu que les techniciens rencontrent des difficultés supplémentaires à certains endroits. Nous avons le PK5 qui constitue un point noir, mais nous allons, puisque là il y a une remontée d'eau capillaire qui est toujours mouillée, nous allons purger, c'est-à-dire enlevant la mauvaise terre et la remplacer par les moellons, les 0,80 et les 0,15 compactés. Ça va résoudre le problème. Passé ce délai, les usagers espèrent voir leur calvaire s'estomper. Le collectif des syndicats des transporteurs routiers du littoral suspend leur mot d'ordre de grève prévu le 1er novembre 2023. Cette décision prise après concertation avec le ministre des Travaux publics est provisoire. Les transporteurs exigent la descente du ministre des Travaux publics sur la route nationale numéro 5 parsemée de nids de poules et crevasses. Ils demandent aussi l'annulation des péages automatiques et classiques jusqu'à la réhabilitation de cette route. Steve Eboulé, Jiresiopa, Lurish-Konomala. Le collectif syndical des transporteurs du littoral exerçant sur la nationale numéro 5 suspend son mot d'ordre de grève prévu ce 1er novembre 2023. Une décision prise au terme de la rencontre avec le ministre des Travaux publics tenue à Yaoundé. Le ministre et nous ont accordé que la grève sera levée lorsqu'on effectuera une descente avec lui sur la nationale numéro 5 pour vivre en direct les problèmes posés par le collectif des syndicats des transports routiers basés dans la région du littoral. La suspension est cependant provisoire jusqu'à ce que le ministre des Travaux publics honore aux sollicitations des transporteurs. Parce que nous avons dit au ministre qu'il faudrait qu'il essaie de voir son calendrier, que ça soit dans un bref délai. Parce que si dans un bref délai, rien ne fait, la grève sera opérationnelle. Entre autres motifs de cette grève, le collectif syndical souhaite l'annulation des péages automatiques et classiques jusqu'à la réhabilitation de la route nationale numéro 5 parsemée de nids de poules. Ce 31 octobre 2023, Emmanuel Nganou-Dumessi est arrivé dans la ville de Douala pour une visite de travail sur les différents chantiers en cours, une visite qui certainement s'étendra sur la nationale numéro 5. Dégradation avancée des routes de la ville de Yaoundé, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain sollicite pas moins de 13 milliards de francs CFA et l'augmentation conséquente de son budget pour redonner vie à la voirie de la capitale. En attendant, les travaux d'urgence prescrits jeudi dernier par le Premier ministre commencent plutôt timidement sur certains tronçons routiers. Voyons tout cela dans ce reportage de Emmanuel Diop et Marcelin Ganson.
Aussitôt dit, aussitôt fait, comme s'il fallait cette sortie musclée du Premier ministre pour enfin faire bouger les lignes. Depuis vendredi dernier, en effet, certains nids de poules qui faisaient la honte de la capitale ont commencé à être bouchés. C'est le cas sur ce tronçon qui traverse le Lard municipal et le ministère de l'Éducation de base et qui est régulièrement emprunté par le Premier ministre pour se rendre dans ses services. Du béton est passé par là et ça roule désormais mieux qu'il y a encore quelques jours. On s'attendait peut-être à un goudron bien fait, mais on voit quand même qu'ils ont plutôt rembé les creux. C'est déjà un pas de l'avant. Au niveau de Fouda, ils ont commencé à arranger parce qu'il y avait un gros trou venant de Fouda pour l'immeuble Tchanke là. Bon, j'ai vu les travaux là-bas, ils ont quand même arrangé là-bas. Ce matin, ça a bien circulé là-bas. Au ministère de l'Habitat et du Développement urbain, ainsi qu'à la mairie de la ville, l'on rassure que d'autres axes routiers qui font souffrir les usagers vont également connaître un soin particulier. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que Yaoundé va retrouver son charme d'antan, puisque quasiment toutes les routes revêtues sont frappées par la limite d'âge. Et aussitôt qu'un nid de poule est fermé à gauche, aussitôt un autre s'ouvre à droite et le calvaire continue. Je suis comme ça à côté de l'école normale. Vraiment, avec ma vieille voiture là, les routes sont complètement gâtées, les amortisseurs vraiment, en montant vers la gendarmerie là pour arriver à l'EMIA, c'est presque impraticable. Tout le monde peut le constater dans la capitale, toutes les routes sont dégradées, suffisamment dégradées. Donc il est de bon temps que les mairies et le ministère chargé de l'urbanisme et de l'habitat puissent justement se pencher sur ce problème. De la réunion présidée le 27 octobre par Célestine Kétia-Cortez, au lendemain des prescriptions du Premier ministre, il ressort que Yaoundé a besoin de pas moins de 13 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de certaines voies stratégiques qui ne sont plus aujourd'hui que l'ombre d'elles-mêmes. Pour mieux accompagner la mairie de la ville ainsi que les communes d'arrondissement, le MINDU plaide pour l'augmentation de l'enveloppe allouée dans le cadre du fonds routier pour l'entretien des voiries urbaines, ainsi que l'affectation des ressources plus conséquentes dans le budget de l'exercice 2024. Pas présent sur la ville de Mandio, département du Mungo. Là-bas, les planteurs s'insurgent contre les multiples contrôles routiers clandestins sur la nationale numéro 5. Retour sur ces événements avec Josiane Gok et Belmondo Djouaka. Les populations de la ville de Mandio, située sur l'axe routier Douala-Nkonsamba, sur la nationale numéro 5, ont entamé il y a quelques jours un mouvement d'humeur pour s'insurger contre les multiples tracasseries qu'elles subissent tous les jours de la part des agents routiers de police et des gendarmeries. Chaque jour, 500 francs. 500 francs pendant une semaine, fois 30, calculateur prend ça. Toute chose qui a poussé l'autorité administrative de la localité à effectuer une descente sur le terrain afin de s'enquérir de la situation. Après avoir entendu les plaintes formulées par quelques leaders de la manifestation, le sous-préfet de Mandio a tenu à faire une mise au point. Le sous-préfet n'est au courant de rien. Si quelqu'un vous dit que le sous-préfet est au courant de ce que je prends 500, c'est son affaire personnelle. Didier Bidja, le sous-préfet de Mandio, n'a pas manqué de signifier à certains usagers de la route, et notamment les conducteurs de mototaxi, leur part de responsabilité. Les mototaximètres qui n'ont pas de papier, ils sont déjà fautifs. C'est pour ça qu'ils sont vulnérables. Quand vous êtes dans l'illégalité, vous êtes vulnérables. Les papiers qu'on vous demande pour la moto, c'est 13 500. Vous avez vos papiers et personne ne va vous déranger. Parce qu'à ce moment-là, si quelqu'un vous dérange, vous dites, je m'avais voir le sous-préfet. À certains manifestants qui espéraient voir l'autorité administrative suspendre les contrôles de police et de gendarmerie sur cet axe routier, le sous-préfet de Mandio a été on ne peut plus clair. Vous savez que les contrôles, là, en réalité, n'ont pas été institués pour vous. Vous le savez, non? Mais vous, on vous interpelle parce que vous passez là. Bon, le contrôle, on ne peut pas les toucher. Ce qu'on doit faire, c'est trouver une solution. Rappelons que les populations de la ville de Mandio, pour la plupart des paysans et planteurs, peinent déjà à écouler leurs produits du fait du mauvais état des routes. Tout de même, on notera que la descente du sous-préfet aura suffi à calmer la tension des manifestants qui finalement ont libéré les emprises en espérant ne plus revivre les mêmes calvaires dans les prochains jours. Blanchiment d'argent et financement du terrorisme, le président de la République renforce le dispositif de lutte. Paul Biya vient de signer un décret portant création, organisation et fonctionnement du comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Contexte et mission de ce comité avec Sédik Chounard et Achille Kamga. Le 23 juin 2023, le groupe d'action financière, organisme qui fait office d'observatoire international de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme,
a décidé d'inscrire le Cameroun sur la liste grise des pays sous surveillance renforcée, c'est-à-dire des pays présentant des déficiences stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais qui ont pris l'engagement de travailler avec le GAFI pour y remédier afin de ne pas être blacklistés à l'international. Le décret que vient de signer le président de la République trouve son intérêt dans ce sens. En effet, le comité qui a été créé a pour mission d'élaborer et de coordonner au niveau national les politiques et les activités visant à lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Entre autres missions spécifiques, il s'agira pour le dit comité d'assister les pouvoirs publics, les acteurs économiques, sociaux, financiers et non financiers, ainsi que les populations, dans le processus d'éradication de ces fléaux. Il est clair que derrière ce décret présidentiel se cache la réponse aux dernières mesures prises contre le Cameroun par le groupe d'action financière. Notons pour information que le comité ainsi créé sera constitué de 28 membres issus de diverses administrations publiques, parmi lesquelles la présidence de la République et la primature. Une jeune Camerounaise au sommet du monde après l'obtention du prestigieux prix récompensant l'excellence scientifique. Il s'agit bel et bien d'Aline Camara qui a reçu le prix Edward Bouchet de la Société américaine de physique. Un symbole de reconnaissance pour les chercheurs exceptionnels et leur contribution significative à la physique. Précision sur cette sommité dans le domaine de l'astrophysique avec François Rodrigue Dikoumé, Isabelle Carole Zoupet. La Camerounaise Alvin Kamara, professeure de physique à l'Université de Californie à Los Angeles, honorée par le prestigieux prix Edward E. Bouchet de la Société américaine de physique. C'était au cours de l'édition 2023. La jeune Camerounaise au sommet du monde est récompensée pour son leadership et ses réalisations clés dans la recherche expérimentale sur la matière noire de l'univers. Ces travaux ont contribué à améliorer la pureté radioactive et ont eu un impact sur la sensibilisation, la diversité et l'inclusion grâce à son service aux étudiants et son mentorat. Cette distinction obtenue est attribuée à des physiciens éminents issus des minorités ayant apporté une contribution significative à la recherche en physique et à l'avancement des scientifiques minoritaires sous-représentés. Originaire du Cameroun, Alvin Kamara a commencé son parcours académique en obtenant son baccalauréat en physique à l'université de Douala. En Italie, où elle s'est rendue par la suite, elle obtiendra une maîtrise en physique des hautes énergies. Le professeur Kamara s'est tourné plus tard vers la physique expérimentale, ayant entrepris un doctorat au Canada. Elle se spécialisera dans la physique des astroparticules, en se concentrant principalement sur la détection directe de la matière noire de faible masse. Bien plus, la physicienne camerounaise Alvin Kamara est également membre du comité international de la Société nationale des physiciens noirs. Abandon de nouveau-nés, le phénomène prend de l'ampleur ces dernières années au Cameroun. Il est de plus en plus fréquent de retrouver des nourrissons dans la rue ou dans des dépotoirs. L'histoire du bébé abandonné dans une clinique à Douala relance le débat. Pour des spécialistes du droit, de tels actes sont punis par la loi. Des précisions avec une avocate dans ce reportage de Giresio Paina Dignabou. Sensation de sable sous les paupières, démangeaisons intenses et picotements, ce sont là quelques symptômes de la conjonctivite, encore appelée la polo. La maladie sévit actuellement à Douala. La conjonctivite, c'est une inflammation de la conjonctive due à plusieurs causes. Ça peut être les allergies. Ça peut être d'origine bactérienne, dont une infection. Ça peut également être viral. La conjonctivite est une maladie très contagieuse. Elle se transmet par contact avec les sécrétions de l'œil d'une personne infectée. La main est le canal par excellence de transmission. Toutes les fois où nous serons en contact avec quelqu'un qui a porté sa main sur un œil qui est contaminé, si nous sommes en contact avec la personne que nous portons, nous
notre main ou tout autre objet au niveau des yeux, nous pouvons contracter la conjonctivite. Bien que bénigne, la conjonctivite est une maladie qui peut se compliquer en cas de négligence ou de prise d'un produit non indiqué. Les personnes ont tendance à mettre l'eau salée dans les yeux, tantôt c'est le lait, parfois c'est le citron, l'oignon et ainsi de suite. Mais vraiment, ce sont des traitements à déconseiller. La seule chose qu'on peut tolérer ou qu'on peut accepter, c'est l'eau salée. Peut-être qu'on peut laver les yeux. En cas de conjonctivite, les victimes, principalement les enfants, sont appelés à rester à la maison pour éviter une contamination en milieu scolaire. Quand on demande de rester à la maison pour un temps, c'est pour éviter que ceux qui sont en contact avec l'enfant ne puissent pas propager la maladie. Il y a la goutte, parfois il y a le cahier, parfois il y a les mouchoirs que les enfants peuvent se passer. Tout ça peut contribuer à transmettre la maladie. Pour prévenir la conjonctivite, les médecins appellent les uns et les autres à adopter les bons réflexes en matière d'hygiène, notamment bien se laver les mains avant et après contact avec les yeux. Vous venez plutôt de suivre un reportage de Nadine Yambour sur l'épidémie de conjonctivite qui sévit en ce moment même dans la ville de Douala et qui touche le plus les enfants. En page sport de ce journal, quart de finaliste de la CAN pour la première fois en 2008 au Ghana, l'Angola croyait pouvoir aller au-delà de cette performance en 2010. Mais lors de la CAN organisée à domicile, les Palancans des Grâces vont échouer au même stade de la compétition aux grandes dames de leurs supporters. Et ce soir, Chemin de Cannes vous conte l'histoire des deux quarts de finale de l'Angola. C'est avec Emmanuel Djobé Aït-Cyril. Ce programme vous est offert par Razel. Live the moment. Другая, очень беззубая какая-то игра в атаке в первую очередь. Ну что, это подача, это не удар по воротам и гол! Las Palancas Negras, les antilopes noires, c'est ainsi que l'on appelle la sélection nationale d'Angola. L'équipe a fait sensation lors de la CAN disputée à domicile en 2010. Le premier match contre le Mali, le 10 janvier 2010, est prolifique, 4 buts partout, soit un total de 8 buts, pratiquement du jamais vu dans l'histoire des matchs d'ouverture de la CAN. Dans cette rencontre atypique, l'Angola obtient 2 pénaltys, tous transformés. Gilberto à la 67e minute. Вторая попытка. Удар. Все равно гол. На этот раз чистый и без всяких вратарских рук. Manucho à la 74e minute. Les deux autres buts angolais sont inscrits par un seul joueur. Flavio d'abord à la 36e minute, ensuite à la 42e. L'Angola affiche ses ambitions offensives dès la première journée. Confirmation à la deuxième journée, le Malawi est battu 2-0. Flavio ouvre le score à la 48e minute. Manucho enfonce le clou à la 54e minute. It's a loose ball. What a chance. 2-0. Terrible mistake from Malawi. 2 matchs, 4 points. La qualification presque dans la poche. Le troisième match est une formalité. 0 but partout contre l'Algérie. واستمر الأنغوليون بحثا عن هدف يشفي غليلهم فصوب ما بين فوق الحارس الشاوشي. Au quart de finale, l'Angola tombe sur plus fort. Le Ghana est vainqueur 1-0. Asamoah Gyan se charge de porter les stockades à la 61e minute. That's a good ball, and there's a chance now. Ghana with the chance. He's found. Oh, what a great goal! L'Angola échoue au quart de finale de sa propre CAN. Mais ce n'est pas la première fois que les Palancas Negras atteignent ce stade de la compétition. 2 ans plus tôt, à la CAN 2008 au Ghana, l'Angola disputait les quarts de finale contre l'Égypte. L'affaire est bouclée en une mi-temps. Osni sur penalty ouvre le score pour l'Égypte à la 21e minute. Manucho égalise pour l'Angola à la 25e. 36e minute, Zaki offre la victoire à l'Égypte 2-1.
7 minutes before half-time, however, the Pharaohs found themselves back on top. Quart de finaliste à la CAN pour la première fois, l'Angola couronnait un parcours ponctué par 2 matchs nuls et une victoire au premier tour. Les nuls avaient été concédés face à la Tunisie, 0 but partout, et l'Afrique du Sud, 1 but partout. Manucho, qui cette année-là vient de signer à Manchester United, ouvre le score pour l'Angola à la 21e minute. Before the new Manchester United signing, Manucho opened the scoring on 88e minute, soit 2 minutes avant la fin du match, Van Egin prive l'Angola d'une victoire en égalisant pour l'Afrique du Sud. And the 24-year-old scoring his first ever international. Mais la victoire, l'Angola l'obtiendra finalement contre le Sénégal, 3 buts à 1. Dans ce match, Diane Faye donne des frayeurs à l'Angola en ouvrant le score à la 20e minute. Mais derrière, l'Angola se ressaisit et déroule. Égalisation de Manucho à la 50e minute. It was to be a different story in the second 45 minutes, however. Zekalanga producing a sublime cross. Doublé de Manucho à la 66e minute. Flavio pour boucler la boucle à la 79e minute. As Yamba Asha got forward and picked out a totally unmarked Flavio, the Al-Ahly striker. En 8 participations à la CAN, l'Angola dispute 2 quarts de finale d'affilée, 2008 et 2010. Les Palancas Negras ambitionnent d'égaler ce record, à défaut de faire mieux à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. A superb save from Tony Silva. Ce programme vous a été présenté par Razel. Live the moment. Avec cet élément de chemin de Cannes que nous mettons un terme à cette édition de 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinox Soir. C'est dans un court instant avec Serge Alotou et ses invités. Serge. Travaux de traitement sur des points critiques sur la route Douala-Boné-Popa. Le délégué régional des travaux publics pour la région du littoral dit « En un mois, c'est fini et on n'en parle plus ». Après les multiples reportages d'Equinox Télévision sur le mauvais état de l'axe routier PK14 Boné-Poupa, le ministre des Travaux publics est allé lui-même toucher du doigt à la réalité. Serge Alotou, sur ce trajet, Emmanuel Nganou-Dumessi a fait un triste constat selon lequel les travaux n'évoluent pas au rythme souhaité. Et vous-même, vous l'avez dit, vous avez suivi dans le reportage d'Hubert Michel Caminier d'Alastiana, le délégué régional des Travaux publics, chef de projet, rassure que le délai de livraison d'1 mois sera bel et bien respecté. C'est une affaire à suivre. Voilà, justement. C'est dans l'essentiel qui nous sera deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. La suite, c'est en plateau en compagnie de nos invités, Dr Barista Kamalimène, Iva Bama, Emmanuel Kounier et le Dr Luison Essomba. Dr Luison Essomba, ça vous rassure? En 1 mois, c'est fini, on n'en parle plus. Le compte à rebours, il est lancé. Vous qui êtes concerné au premier chef, parce que enseignant à l'université de Douala, ce campus de PK17. Cette route est dans un état de dégradation très très avancé. Si le ministère lui-même des Travaux publics est dubitatif, à plus fort de raison, il est dubitatif et c'est clair parce que quand nous avons vu... Non, le délégué dit en 1 mois, on n'en parle plus. Mais je vous dis que le ministre est dubitatif, bon, c'est le délégué qui est, comment dire, qui est dans une logique justement de rassurance, qui vise à rassurer. Mais moi je pense que compte tenu de la dégradation de cette route très très avancée, le délai d'1 mois pour ma part est très très réduit. Parce que, je vais vous dire, vous savez qu'il faut, même s'il y a la logique consiste à mettre cette route dans un sens confortatif, vous allez vous rendre compte qu'il y a à un certain niveau, c'est-à-dire que, surtout lorsque vous êtes à moins de 2 km de l'entrée du campus, c'est-à-dire que le campus 3, nous appelons ça le campus 3, vous allez vous rendre compte qu'à la gauche, il y a presque un ravin. Pour traverser ce côté-là, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut un travail de fond de ce côté. Si rien n'est fait de ce côté-là, bon, si le délai de 1 mois est respecté, certainement les travaux seront bâclés. Je vais vous donner la parole à la fin. Ok? D'accord, merci. Voilà, non, parce que si... maintenant, là, ça va pas aller. Docteur Barista, vous êtes confiant? L'ingénieur de la République est descendu lui-même
il est arrivé, il a vu les services déconcentrés au niveau du littoral rassurent qu'en un mois, on n'aura plus ce spectacle-là, ce sera un triste souvenir seulement. Mais celui le docteur Luisin Issomba, qui connaît bien la zone, lui, il reste un peu dubitatif. J'aurais vraiment voulu que je parle après Abama parce que c'est eux qui maîtrisent le système qui peut me rassurer. On va donner. Yves, sur les assurances du délégué. Oui, régional. Oui, vraiment, merci pour le tacle, Barista, mais je ne suis pas un technicien. Le délégué régional, c'est un technicien, il sait de quoi il parle. Et comme le docteur Luison l'a dit tout à l'heure, effectivement, quand vous voyez l'image, il répond sous la pression du ministre, parce que le ministre veut se rassurer que le travail sera fait. Donc le ministre, comme il dit lui-même, est dubitatif, et c'est pour ça qu'il pose un certain nombre de questions au délégué régional qui le rassure. Voilà. Donc, qui suis-je pour douter des propos d'un technicien dans son domaine? C'est vrai que, comme le docteur Luison l'a dit tout à l'heure, de façon assez... Mais si le ministre déjà... Oui, le ministre a des appréhensions. C'est pour ça que la République, c'est pour ça que les appréhensions du docteur Luison et des autres peuvent se comprendre. Mais je dis, essayons de faire confiance à un technicien qui parle de ce qu'il a appris à faire. Il connaît le terrain, quelles que soient les difficultés. Il a dit à Mondovision 1 mois. Nonobstant nos appréhensions, essayons de nous allier sur sa position. Je voudrais rappeler que le seul satisfait que j'ai quant au démarrage de ces travaux est lié à la souffrance des populations, des étudiants que j'ai vu. J'ai eu beaucoup de peine sur ce plateau à dire un mot sur une image que vous m'avez présentée là, une étudiante qu'on portait pour mettre dans une benne pour aller à l'école. Vraiment, c'était très compliqué. Donc, si les travaux ont commencé et que monsieur le délégué, sous la pression du ministre, pour nous donner cette certitude, sincèrement, je propose qu'on y croit, qu'on essaye de faire confiance. Les travaux sont là. Et s'il parlait de son bureau, on allait peut-être douter plus, mais là, il nous parle du terrain, avec une équipe, avec des personnes déjà mobilisées pour faire le travail. Je pense que ça peut tenir. Ça peut tenir, nonobstant les écueils, parce qu'il n'est pas exclu que, chemin faisant, il rencontre un certain nombre de difficultés, comme celle à laquelle le docteur fait allusion, et le docteur est tellement certain que cette difficulté aura besoin de plus de temps, voilà, qu'il peut prendre la position qu'il prend. Vraiment, je ne veux pas jouer à celui qui vient dire apprendre à un technicien son travail. Je préfère attendre que les 1 mois soient échus pour venir constater qu'il a donné un délai qu'il n'a pas pu tenir. Donc voilà ce que je peux dire sur la question. Alain, je suis très sûr que c'est les mêmes techniciens qui avaient dit au chef de l'État que le stade sera fini. Le jour oui, et ça n'a pas été fait. Et vous avez cru, hein? Oui, comme je le sais, on m'a parlé parce que ce n'est que lui qui peut me rassurer. Donc, regarde, si on peut utiliser 30 jours pour arranger la route, là, ça démontre que nous vivons dans un État qui ne pense pas à ses enfants. Ça veut dire que dans 1 mois, on pourrait faire quelque chose. Il fallait que Equinox, n'est-ce pas, fasse toute une mission pour que l'État agisse. C'est malheureux. Mais tout ce que je vais demander, Alain, c'est que Equinox continue à faire ce qu'il fait bien là. Parce que sans Equinox, je suis sûr que beaucoup de choses n'auront pas dans ce pays. Donc, il a fait cette promesse au vêtement. Et on va compter, je crois que... Vous avez commencé à compter? Oui, on va commencer à compter. Parce que d'ici le mois prochain, fin de mois prochain, il faut qu'on revienne encore ici, même plateau, avec notre frère Abama, on voit si le monsieur a réalisé ce qu'il fait. Ça sera une bonne chose s'il peut faire. Et si il réussit à faire ça, je vais avoir beaucoup de respect pour lui. Ok. Voilà. Enfin, Emmanuel Kounié. Oui, mais les téléspectateurs attendent votre... Non, je crois que... Attendez, je vais vous poser la question. Emmanuel Kounié, 30 jours, est-ce que c'est réalisable?
je crois que regarde ce que l'élément que le docteur Luisan Issomba vient d'ajouter. Non, je crois que l'ingénieur, lui, il a trouvé face à lui, je veux dire le délégué régional a trouvé face à lui, l'ingénieur de la République, que lui-même connaît que c'est un juriste. C'est un juriste, il ne comprend rien dans ce qu'il est en train de parler. Donc il peut lui dire ce qu'il veut. Et bien entendu, l'ingénieur de la République, qui est un juriste, qui n'a rien à voir avec ce qu'on lui demande de faire. Parce qu'un Nganou Djoumessi ne peut pas être... il est ingénieur. Mais c'est politique. Oui, c'est forcément... Non, justement, c'est ce que vous dites tout le temps. Le Cameroun, s'il est complet... Non, si le Cameroun est à plat, c'est parce que vous avez mis un programme économique, vous avez un président de la République qui est diplômé en sciences politiques, un secrétaire général de la présidence qui est diplomate, un premier ministre qui est magistrat, ensuite un premier ministre qui est diplomate. Ces gens n'ont rien. Ils ne peuvent pas être ceux qui prennent des décisions économiques. Même s'il y a 1000 personnes derrière eux, n'est-ce pas, qui sont des économistes. Parce que quand vous prenez la décision, dès que la personne qui est technicien derrière vous vient vous dire ce qu'il a fait, vous essayez d'abord de comprendre et d'en faire vôtre avant de vous prononcer. Or, il vaut mieux mettre la personne qui comprend le sujet que de mettre quelqu'un qui ne comprend rien du sujet, qui attend qu'on vienne lui dire et il cherche à comprendre. C'est comme ça qu'on a nommé un médecin délégué du gouvernement pour la communauté urbaine de Douala. Et il a fait au moins 2 ans pour qu'on lui explique ce que c'est que la voirie, ce que c'est que justement, pendant 10 ans, il nous a laissé ce qu'il nous a laissé. Donc c'est pour vous dire, cher monsieur, vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, vous pouvez pas dire. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je vous dis que quand quelqu'un comprend le sujet, c'est lui qui doit être chef. Ce n'est pas quelqu'un qui ne comprend pas qui doit être chef et on lui met des gens derrière lui en disant pourquoi. Ça, c'est cette histoire de pouvoir discrétionnaire. Non, ça ne donne pas. Monsieur Nganou Djoumessi est un juriste. On lui a demandé de construire l'autoroute Yaoundé-Douala. Il a pris 500 milliards, il s'est assis sur place. Yaoundé-Douala, assis sur place. 10 ans après, il est là où on l'a mis. Aujourd'hui, il nous dit qu'il va résoudre le problème de PK, de Douala Bonepoupa, de PK 14 Bonepoupa en un mois. C'est matériellement, humainement pas possible. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est des gens qui disent... On ne parle pas de bitumé, hein. C'est pas... Je vous dis qu'ils ne feront rien. Non, ils appellent ça travaux de traitement des points critiques. Et ils vont bitumer quand? C'est pour quand? Cette route, on avait déjà passé le marché. Ce n'est pas pour... Donc ils sont venus pour... Vous avez vu Yaoundé là, non? Vous avez vu... J'ai vu Yaoundé. Oui. Donc ils sont venus... Ils sont venus rendre la route circulable. C'est-à-dire qu'on puisse être capable de circuler. Travaux de traitement des points critiques. Cher monsieur, je vous dis que moi... C'est ce qui est indiqué. Moi, pour ce que je suis, pour mon âge et pour le temps que j'ai passé à Douala, et le temps que j'ai passé à regarder ces gens-là, la parole publique est désacralisée. Je ne peux pas croire une seule seconde au propos de ces gens-là. Et je peux vous garantir qu'on reviendra ici dans un mois, rien ne sera fait. Puisqu'ils ne font jamais rien. Pour trouver qu'il n'y avait pas l'argent. Ils ont... attendez, on a dit 2013-2018, on va nous livrer l'autoroute Yaoundé-Douala. 5 ans. Nous sommes encore à 5 ans de plus. Et rien n'est fait. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'on va faire raccorder l'autoroute à l'axe Lou à Bouyebel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ça le projet qu'on leur a demandé. Et il y avait 500 milliards à disposition pour cette affaire. Enfin, on a débloqué près de 500 millions pour cette affaire. Ils vont résoudre quel problème? La pénétrante est de Douala. Ils nous ont dit tout ce qu'ils pouvaient nous dire pendant qu'on attendait la canne. Aujourd'hui, allez voir la pénétrante. Ils ont déjà résolu quel problème? Je veux qu'on me dise où est-ce qu'ils ont pu régler un problème. Donc, il peut venir faire son show comme il a fait. Je ne crois à rien du tout. Et je suis certain qu'il n'y aura rien. Okay. Docteur, un dernier mot? Avant, le docteur, vous voulez ajouter sur la thématique principale? Oui, d'abord, docteur Barista. Alain, you agree with me that the country is dilapidating. Everywhere you go, we don't have roads. We don't have. And then we are in a system where some people still believe that, some people are still calling that after, in 2025, the same president should be head of state. And so to me, I want Cameroonians, I want us to be serious. We live in this country, it's our country. And we need serious people to be where they can help us in this country. You go to PKV, it's not different from going to Mbanga. The whole place has a problem. And you saw the road, the images of the road in Yaoundé. They were virtually mixing cement to close, to fill the tar. It is shameful. It is shameful. Let us get up in this country for once and do the right thing. And doing the right thing is that we all should know that
we should elect... Le ministre a demandé 13 milliards pour qu'on lui... pour Yaoundé, là. 13 milliards. Even when they give the 13 milliards, that work will still not be done. We are used to that kind of a system. That they give money, and at the end of the day, you don't have the money. And that is why the topic of today is very important to me. That all this money that they remove from the system, right, and keep in the house embezzle, that we should start holding them ransom on those things like that. And then, of course, that Article 66 of the Constitution should be applied. Why is the president reluctant to do that? He should go ahead so that people become afraid that if I steal money, if I embezzle money, right, at the end of my mandate, I'll be held responsible. I think that's the right thing to do. Oui, docteur Somba, sur le comité, d'abord, j'aurais une question. Je crois qu'il faut même que je revienne sur cet article-là, on va voir. Mais d'abord sur le comité. Oui, Saint-Jean, moi je pense que le regard qu'il faut jeter sur ce comité créé par le décret du président de la République, c'est un regard froid qu'il faille faire. Parce que moi je pense que quand on a l'habitude de regarder un peu comment le président de la République a coutume à agir, j'imagine que la création de ce comité va viser pour le président d'avoir suffisamment de preuves à charge justement de tous ceux qui ont été impliqués sur un certain nombre de scandales. Parce que quand je regarde bien, il y a l'agence, j'allais dire la NIF. Oui, la NIF, on est revenu sur ce point. C'est-à-dire que qui pouvait faire effectivement toutes les missions qui sont conférées aujourd'hui à ce comité. Mais le président de la République crée ce comité. Moi, avec le recul que je peux avoir et le regard avisé que je peux mettre, je pense que la création de ce comité, à mon sens, doit viser à déjà faire peur, tous ceux-là qui sont dans les scandales de corruption et autres et de blanchiment d'argent, et surtout, justement, dans la logique qui consiste, vous savez, le président l'a pris en 2024, moi je pense qu'il va falloir redorer davantage l'image du parti, et je reste certain que le président va, à travers les résultats qui seront donnés par ce comité, essayer de, justement, toiletter l'image du RDPC. Vous semblez... C'est votre avis également? Non, je crois qu'il faudrait que, quand le président de la République prend une telle décision, nous devons essayer de voir quels sont les objectifs qu'il veut atteindre. Ouais. Est-ce que les objectifs, c'est de voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que les financiers de cette crise sécuritaire puissent baisser les bras et qu'on puisse résoudre le problème de la crise par ce moyen-là? Bon, si tel est le cas, moi je crois que c'est très faible. Parce que nous avons toujours dit que la solution de la crise, c'est la discussion avec les vrais acteurs, de discuter avec eux, parce que je ne suis pas sûr que ces gars détestent leur pays, mais ils sont dans leur dernier retranchement et en désespoir de cause, ils posent des actes. Moi, je crois qu'il faudrait peut-être qu'il faudrait faire ce qu'on est en train de faire là, mais au même moment, il faudrait discuter avec eux, parce que on ne peut pas utiliser la force et faire encore la mafia. Si vous faites la force, et si vous êtes rigoureux, vous voulez être rigoureux, on ne fait plus la mafia au même moment. Quand on est rigoureux, ça dit qu'on fait la rigueur jusqu'au bout. Quand on fait la mafia, on fait la mafia. Mais on est en train de tout mélanger dans le nord-ouest, sud-ouest. Si on pense que c'est la force qu'on doit utiliser là-bas, mais quand nous utilisons la force, et peut-être après la force, la négociation, mais si on se rend compte que la force ne donne pas, il faut passer à la phase de la négociation. Parce que nous avons essayé, ça fait quand même 7 ans, il y a des gens qui meurent, il y a des délégués régionaux qui ont été assassinés là-bas, tout le monde a vu. Mais est-ce que nous allons continuer à vivre ce que nous vivons là? Parce que si nous continuons à chercher à saupoudrer comme on fait là, le saupoudrage, les petites solutions, oui, il faudrait que ceux qui leur donnent l'argent, on voit dans quelle mesure on va les amener à ne plus leur donner de l'argent, mais pendant ce temps, ça va prendre trop de temps pour arriver à la solution. Moi, je crois qu'il faut qu'on aille au but, qu'on appelle ces gens, qu'on discute avec eux, et que on voit comment on peut résoudre ce problème de manière définitive. Parce que ça a trop duré. Et ce que nous faisons là, nous tournons autour du pot. Le mal est là. Et nous, on ne veut pas mettre le doigt sur le mal. Et j'ai vu, quand on a parlé de ça, vous allez voir maintenant, les DDR vont sortir, tous les gens vont sortir, vont s'habituer autour de ce comité. C'est un comité de plus, c'est une autre structure pour pouvoir animer la galerie et tout ça. Et l'argent, on va pomper l'argent et tout. Non. Et puis, ces gens qu'on veut désigner, il faut qu'on désigne des gens propres. Des gens qui ne sont pas reprochables par rapport à la corruption. Parce que c'est des gens qui eux-mêmes ont de l'argent à blanchir, ça devient très compliqué, ça devient un melting pot. Donc moi, on dit chaque ministère doit désigner des représentants. Le ministre des Finances est déjà là.
est-ce que lui-même, le ministre des Finances, n'a pas de l'argent à blanchir? Je m'interroge. Mais je m'interroge. Il est ministre depuis je ne sais pas combien d'années. Il a été ministre du plan, ministre des Finances, il devient ministre des plans, etc. Il est là depuis. Et puis, dans ce qu'on voit, il manipule une masse d'argent. Est-ce que ces gens-là, qui sont tous des fonctionnaires, parce qu'il est démontré chez nous que dès lors que tu as travaillé à l'administration, on t'appelle voleur. Ouais. Parce que travailler chez nous veut dire voler, systématiquement. Sauf peut-être les enseignants qui sont là, c'est eux qu'on vole. Qui ne volent pas l'argent, c'est eux qu'on vole. Parce que leur argent, on vole même l'argent, et eux, ils n'ont même rien. Mais sinon, tous les autres sont dans cette situation. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on fasse attention. Parce qu'on risque d'aller désigner dans cette commission des gens qui eux-mêmes sont concernés par le problème qu'ils doivent essayer de résoudre. Et du coup, ce comité ne servira à rien. Oui, je voudrais dire qu'en réalité, les procès d'intention qui sont faits n'entachent en rien la pertinence du comité qui est mis en place. J'ai rappelé que c'est à la suite d'un certain nombre de directives de la CEMAC. Un des objectifs, effectivement, c'est de couper l'approvisionnement en liquidité et donc en âme de ceux qui financent, ceux qui agissent sur le terrain du nozo. C'est un objectif qui est noble. On ne peut pas ne pas faire la force, on est obligé. Malheureusement, et le gouvernement étant conscient de ce que la force seule ne suffit pas, est obligé de regarder d'autres pistes, parmi lesquelles celle-ci. Maintenant, sur les phrases qu'on balance du genre on a été dans l'administration, on est corrompu, je voudrais bien faire remarquer à Emmanuel Kounié que le grand frère, ce n'est pas normal. Beaucoup d'autres personnes ont été dans cette administration. Je ne dis pas que c'est ça, je dis qu'il est de notoriété. J'espère que c'est que les engage également. Il est de notoriété. Les gens disent, je n'ai pas dit que c'est vrai. Bon, je voulais juste te rappeler que parmi ce que les gens disent peut toucher des personnes au-delà du RDPC et même de l'autre côté. Je ne vais pas citer de nom. Donc je voudrais sortir en disant simplement que en réalité, on ne peut pas réduire la mise en place de ce comité à une opération de saupoudrage, ou alors dire par exemple, que là, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec mon grand frère le docteur Luison, que ce sont des choses que la CONAC, la NIF faisait déjà. Je rappelle encore, je viens de vous faire lire un article à la pause là où le groupe d'action financière précise bien que en réalité les missions d'un comité comme celui-ci sont là. Et c'est depuis 2022, on a dit au Cameroun, c'est vrai, comme dans les autres pays, vous avez la NIF, mais comme dans les autres pays, essayez d'ajouter un certain nombre d'éléments. Qu'est-ce que ça apporte des résultats dans les autres pays? Non, pour le moment, ça n'a rien apporté. Prenez dans la liste. La Banque mondiale nous a apporté des mesures qui n'ont rien apporté. Non, s'il te plaît, si tu prends la liste des pays qui sont exposés aux risques terroristes et autres, tu vas voir que dans la zone, la sous-région Afrique centrale, je pense que le Cameroun est seul, où il doit y avoir un deuxième pays. Mais tous ne sont pas là. Ça veut dire que les autres ont mis cet élément en place et il pouvait de faire un certain nombre de dissuasions. Donc il fallait que le Cameroun, s'il vous plaît, il fallait que le Cameroun se mette à ce niveau. Et c'est ce que le président de la République vient de faire. Je pense que c'est un coup, c'est un signal qui est envoyé à nos partenaires internationaux pour dire, en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, nous vibrons en phase parce que c'est une lutte qui ne peut pas être faite à l'intérieur d'un pays seulement, c'est une lutte qui est internationale et le Cameroun, en tant que leader de la sous-région, ne pouvait pas ne pas prendre une mesure pareille. Maintenant, si on est dans la suspicion de ce que, au niveau de l'opérationnalisation, ce ne sera pas efficace, ça va se comprendre, mais pour le moment, on vient d'annoncer, on a pris un décret, attendons que le personnel politique, opérationnel soit mis en place. Et je rappelle que c'est avec les Camerounais qu'on construira le Cameroun. Quand vous nous dites ici, il ne faut pas mettre un tel parce qu'il serait corrompu, il ne faut pas mettre tel autre parce que on ne va pas seulement chercher les Camerounais. Monsieur Emmanuel Kounié, vous auriez pu être membre de l'administration que on vous désignerait, on vous enverrait à cette commission qui ne sont pas corrompus. La structure, ils ne sont pas dans le cercle. La composition de la structure, la structuration de ce comité peut faire qu'il échappe à beaucoup de choses. Et surtout, les missions qu'ils visent sont tellement élevées que je ne pense pas que les Camerounais peuvent venir s'amuser à ce niveau. Ce sera l'exception qui continue à confirmer la règle. Parce qu'ils sont corrompus. Ils sont corrompus, ils ne sont corrompus. Mais en fait, moi je voulais indiquer une chose, Serge Alorto. Vous savez déjà que la mise en place de ce comité a fait enfler la polémique sur son caractère budgétivore qui pourrait être avéré. Mais moi, ce que je suis en train de voir, c'est que je reste certain qu'à l'issue de la mise en place des représentants qui sont indiqués dans les administrations, je pense qu'à l'issue de cela, vous allez voir, si le président de la République veut rester sévère, il y aura une vague d'arrestations qui justement va suivre. Parce que c'est inévident. Parce que les gens ne voient pas le côté en fait caché de la mise en place de ce comité. On voit une question sécuritaire, on voit les questions de blanchiment, mais moi je pense que en
un objectif très grave. Regarde, moi je n'attends rien dans cette comité. Je vais vous dire, des personnes, Guy Zogo, quand il dénonçait des faits, n'est-ce pas? Non, pas Guy Zogo. Martinez Zogo, excusez-moi Guy Zogo. Martinez Zogo, quand il citait des faits, il a mentionné ce qui se passe au ministère des Finances. Et pour prendre le ministre des Finances, pour lui faire le président, ça. C'est clair que ça va. Non, ça a échoué avant de commencer. Non, c'est pas échoué avant de commencer. Qui est vrai aussi. On attend. Ils vont commencer par acheter les voitures. Non, c'est pas tout. Ils vont commencer par acheter les véhicules. Non, tout le monde aura des véhicules. Je vous dis, on procède des tensions. Écoute-moi, il y a des prêtres qu'on connaît que ces gens sont. Pourquoi ne les nomme pas? On prend des gens du système. Les évêques et les pasteurs. Oui, on prend des gens qui savent de quoi il s'agit. Dans les administrations sérieux. Si on veut être sérieux, soyons sérieux. On est sérieux. Tu prends des gens qu'on a cités dans beaucoup de malversations de l'argent. On a même encore le président, on dit les représentants et le procès commence. Le jour où on va lever les autres membres, je pense que le plateau s'y va. Le président est connu, les 25 autres membres sont également attendus, ainsi que le secrétaire permanent. On connaît ceux qui vont, on connaît au moins ceux qui vont les désigner. Comment? Les ministres de les ministres de ces gens-là qui vont les désigner, qui sont des gens qui ne sont pas sérieux, vont désigner des gens qui sont fatalement peu sérieux. Ok, merci. Merci, Dr Barista. Thank you for coming. Merci Yves. Merci. Merci Emmanuel Kounien. Merci de... Dr Luisin Somba, merci. C'est moi. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro. Et qui n'en sera, le prochain rendez-vous, c'est demain à partir de 19h. Bonsoir. PK17. Déjà 28 heures.